Bon, malheureusement, il ne suffit pas d'ajouter deux espèces chimiques pour que celles-ci réagissent comme on le souhaite. C'est un peu plus compliqué. Euh, Très souvent, on utilise des réactifs qui sont polyfonctionnels. Alors honnêtement, hein, la définition elle est évidente, polyfonctionnel, plusieurs fonctions. Je vous donne un exemple ici. Cette molécule, elle possède une fonction amine et une fonction alcool, elle est donc polyfonctionnelle. Certains réactifs ont une propriété particulière, on dit qu'ils sont chimiosélectifs. Ça signifie qu'en fait, si je fais réagir un réactif A avec cette molécule polyfonctionnelle, donc on essaiera d'expliquer ou pas, ce réactif A, il va uniquement modifier une des fonctions et pas l'autre. Il est donc sélectif, il est chimiosélectif. Et à ce moment-là, on comprend facilement la définition de la réaction chimiosélective. On dit qu'une réaction elle est sélective si, lorsqu'on fait réagir un réactif et un composé, une molécule polyfonctionnelle, eh bien, le réactif réagit uniquement avec une des fonctions. Je vous donne un exemple. On fait réagir ici deux espèces chimiques. À gauche du para-aminophénol. Alors, amino parce qu'il y a la fonction amine ici, phénol la fonction alcool. Et pourquoi phène? Parce que vous avez ici un cycle à 6 carbones avec une liaison sur deux qui est une double liaison. Et pourquoi para? Eh bien parce que les deux groupes fonctionnels sont de part et d'autre, vous voyez, de cet hexagone central. On fait réagir donc cette molécule polyfonctionnelle avec un réactif, de l'anhydride éthanoïque. On voit ici la fonction anhydride qui est indiquée. Alors, si la réaction a lieu à 100 degrés Celsius, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'à 100 degrés Celsius, on retrouve ici notre hexagone, notre cycle carboné à 6 carbones, et vous constatez que la fonction alcool n'a pas été modifiée. Par contre, la fonction amine a été modifiée et on retrouve ici la fonction amide. En fait, ici, il s'agit d'une des étapes de la synthèse euh, d'un des médicaments les plus consommés, les plus produits dans le monde, c'est le paracétamol. L'autre produit que l'on obtient, c'est l'acide éthanoïque. Les flèches courbes que vous voyez vous indiquent, mais ce n'est pas l'objectif premier ici, vous indiquent en fait le processus réactionnel, le mécanisme réactionnel. L'azote porte un doublet non liant, il porte une charge partielle négative et ici ce carbone porte une charge partielle positive car les liaisons carbone-oxygène sont polaires. Les doublets liants que vous voyez ici et là se trouvent en permanence plutôt du côté de l'oxygène que du carbone. Eh bien, il y a une interaction. Ce doublet non liant, en doublet liant, il vient se lier, l'azote vient se lier à ce carbone, mais puisque le carbone doit rester tétravalent, et comme l'oxygène est très électronégatif, eh bien ici il y a rupture de cette liaison, ce doublet liant se transforme en un doublet non liant, avec élimination ici d'un atome d'hydrogène qu'on retrouve ici. Bon, encore une fois, ce n'était pas l'objectif. Ça, c'est à 100 degrés Celsius. On a donc une réaction qui semble chimio-sélective, puisque une seule des fonctions réagit avec l'anhydride éthanoïque. Si maintenant, alors, je ne vais pas être sur la bonne feuille, si maintenant on réalise la réaction à une autre température, alors je vous donne un autre exemple de réaction chimio-sélective, à nouveau deux réactifs, des ions hydroxyde, et ici une molécule qui possède deux fonctions organiques oxygénées, la fonction acide carboxylique et la fonction ester RCOOR'. Eh bien, la base, là, les ions hydroxyde en solution, ils ne vont réagir qu'avec une seule des fonctions. Vous voyez que seule la fonction acide carboxylique est modifiée et vous avez compris qu'ici, H- captait le H+, qu'on avait ici,
Et donc, on a ce qu'on appelle une réaction acido-basique. Eh bien, on peut dire qu'elle est sélective. Alors, parfois, malheureusement, les réactions ne sont pas spontanément, naturellement sélectives. On va donc procéder en plusieurs étapes. On va protéger certaines fonctions. Concrètement, imaginez que on souhaite transformer cette molécule qui est polyfonctionnelle. Elle possède une fonction acide carboxylique et une fonction alcool. Et on souhaite uniquement modifier une des fonctions. Ici, on souhaite modifier cette fonction alcool en la substituant par un atome de chlore, sans toucher à l'acide carboxylique. Alors, on va peut-être trouver un réactif qui nous permet de le faire. On dira que ce réactif est chimiosélectif. La synthèse est directe, formidable, facile, mais parfois, ce n'est pas le cas. On va donc procéder en une première étape. Première réaction, on va protéger, on verra comment dans un exemple, protéger la fonction acide carboxylique. Une fois qu'elle est protégée, une fois que ce réactif polyfonctionnel est entièrement transformé de telle sorte qu'on a réussi à protéger cette fonction, on va faire réagir notre réactif avec OH ici pour substituer OH par du chlore. Et enfin, troisième étape, on va déprotéger. Donc c'est très utilisé avec un problème, c'est que puisqu'il y a plusieurs étapes, est-on certain que les réactions de chaque étape sont totales? Peut-être pas. Donc on va avoir un rendement qui est faible. Et puis évidemment, d'un point de vue du respect de l'environnement, on risque peut-être d'avoir des produits à chaque étape dont on ne va pas savoir quoi faire. On n'est pas dans le respect de la chimie verte qui nous demande d'avoir le moins possible de déchets, le moins de sous-produits possible. C'est ce que j'expliquais ici dans les défauts de la synthèse indirecte. Je précise aux gens qui visionnent la vidéo qu'évidemment mes élèves ont les cours en version ou version papier, et donc ils ont des documents de bien meilleure qualité que celles que je vous montre là. Alors, l'idée de la protection d'un groupe caractéristique, c'est vraiment une étape stratégiquement importante dans la synthèse qui utilise une espèce polyfonctionnelle. Et donc, elle permet en fait de protéger, mais de manière absolument temporaire, une des fonctions présentes. Alors, on utilise ces techniques de la protection de la fonction dans la synthèse peptidique. Un petit point de vocabulaire sur les acides aminés, les dipeptides, les polypeptides et enfin les protéines. En fait, tout cela dépend du nombre d'acides aminés qui sont liés entre eux. Ici, vous avez le cas le plus simple. Vous avez ici ce qu'on appelle une molécule d'acide aminé, puisque vous avez dans la même molécule la fonction acide carboxylique et la fonction amine. Si vous associez deux acides aminés entre eux, les deux mêmes ou deux différents, vous obtenez ici ce qu'on appelle un dipeptide. On a effectivement ici la fonction amide, d'où le nom de di, puisqu'on a associé deux acides aminés, et le suffixe peptide, puisqu'on a la fonction amide. On peut additionner plusieurs acides aminés, pas se limiter à deux. On obtient un polypeptide. Ça, on parle de polypeptide quand on associe entre 2 et 50 acides aminés entre eux. Et puis, si on est une addition de plus de 50 acides aminés, on parle tout simplement de protéines. Je vous renvoie éventuellement à vos cours de sciences de la vie. Alors, on a dit qu'on voulait appliquer notre histoire de protection de fonctions à la synthèse peptidique, donc à la formation d'un dipeptide. Imaginez qu'on souhaite faire réagir ces deux acides aminés. Ils sont différents, ce sont bien deux acides aminés. Ils sont différents, vous voyez la chaîne carbonée ici n'est pas la même, là et là, R ici et R' ici. On va les appeler tout simplement A et B, et on souhaite synthétiser le dipeptide AB, c'est-à-dire faire réagir cette fonction acide carboxylique de A avec cette fonction amide de B. Sauf que le problème, si vous mélangez du A et du B, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez effectivement obtenir AB, soit c'est l'autre fonction acide carboxylique de B qui va réagir avec l'amine de A, donc vous obtiendrez ce qu'on appelle BA,
soit dans votre ballon dans lequel vous avez fait votre mélange de A et de B, ben, c'est deux molécules de A qui vont réagir entre elles, une première avec sa fonction acide carboxylique, une deuxième avec A et sa fonction amine, AA, ou bien, dernière possibilité, BB. Donc ça, c'est vraiment problématique. On va obtenir, à la fin de notre transformation, un mélange de 4 produits différents et qu'il va falloir séparer. Donc, il va falloir protéger des fonctions. Donc, pour cela, on peut montrer le schéma suivant. Imaginons qu'on souhaite faire réagir de la leucine et de la glycine pour obtenir un dipeptide qu'on va nommer le GLI. C'est la fonction acide carboxylique de la leucine qu'on peut faire réagir avec la fonction amine de la glycine. Plusieurs étapes sont nécessaires. On va déjà bloquer chimiquement la fonction amine de la leucine puisqu'on ne veut pas qu'elle réagisse. On va bloquer de la même manière, en parallèle, la fonction acide carboxylique de la glycine. Le petit verrou que vous voyez là signifie que c'est bloqué. Vous voyez que je reste finalement assez mystérieux sur la façon dont on bloque, mais c'est une action chimique. C'est faire réagir un réactif adapté qui va transformer temporairement NH2. Et de la même manière ici, trouver un réactif qui va temporairement transformer COH pour que aucune modification ne soit possible lors de la deuxième étape. Deuxième étape, je réalise la réaction de formation de ma fonction amide. Une fois que c'est fait, eh bien, je débloque ma fonction amine pour la leucine et ma fonction acide carboxylique pour la glycine.